Je remercie tous les participants pour l'organisation de cette journée et particulièrement Clémence pour m'avoir invitée à m'exprimer ici aujourd'hui. Je vais parler de Milet. Milet est une cité ionienne d'Asie mineure, proche de la Carie et située à l'embouchure du Méandre. Les fouilles dont elle fait l'objet ont permis de grandes trouvailles épigraphiques qui sont une mine d'informations pour l'historien lorsqu'on cherche à rétablir sa politique. Elles seront ici les sources principales exposées dans cette présentation. Nous avons la chance de posséder une quantité importante d'inscriptions milésiennes, dont des traités majeurs, découverts lors des fouilles du Delphinion au lieu d'exposition pour les inscriptions. Elles sont publiées en 1914 par Albert Rehm, puis Peter Hermann a ensuite suivi leur publication. Donc on compte 3 nouveaux corpus depuis 1997. Travail complété d'ailleurs par Wolfgang Günther et Norbert Erhardt. Maintes fois repris et commentés, ces documents témoignent de la multiplication des échanges diplomatiques entre les cités grecques et de la politique développée par Milet, qui met tout en œuvre pour étendre son influence et répondre à son ambition expansionniste. Donc, à la fin du IIIe siècle, nous savons qu'elle possède un territoire insulaire composé des îles Léros, Patmos et Lepsos, et un territoire continental qui s'étend de la côte jusqu'au mont Grillon, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le tracé bleu, c'est approximativement les limites du territoire milésien. Donc, on n'oublie pas non plus de compter ici, on verra plus tard sur une carte un peu plus élargie, la presqu'île de Kazikli. Si le centre politique, social et économique se situe bien donc dans la ville de Milet et ses environs, le reste de son territoire est bien intégré à la cité à l'époque hellénistique, probablement en partie grâce à une réforme institutionnelle au Ve siècle, divisant ce territoire en 5 dèmes. Donc voici où Louis Robert les a identifiés. Donc ici, vous avez le dème des Katapolitikoi. Donc, il s'agit de la ville et de ses environs immédiats. Donc, vous avez ensuite le dème d'Argazeis sur la côte sud, où se situe le sanctuaire d'Apollon d'Idyméen. Vous avez les plateaux ici du dème des Plateiais, et les Teichuseies, qui sont juste ici, donc la presqu'île dont je vous parlais tout à l'heure, et donc les îles ici, qui forment le dème d'Elérios. Donc, un autre point qui est important à prendre en considération, c'est, comme vous pouvez le constater ici, la position de Milet donc, à l'embouchure du Méandre, car le fleuve brasse de nombreux sédiments et il s'ensable petit à petit, mettant en difficulté les cités du golfe du Latmos, dont la prospérité dépend pour beaucoup de leur port et de leur ouverture sur la mer. Donc, comme vous pouvez le constater sur la carte, ici vous avez la limite du littoral à l'époque archaïque et on peut se rendre compte de la très très grande avancée de cette ligne que j'ai accentuée par ce tracé rouge qui correspond à peu près à l'époque hellénistique et romaine. Cette avancée aussi de terre, en fait, donc il s'agit vraiment d'émergence de nouveaux territoires. Donc ça va entraîner des conflits entre les cités aux alentours qui vont se disputer leur acquisition, comme nous allons le voir par la suite. Je pose donc la question suivante. Quels moyens mettent en œuvre les dirigeants de Milet pour répondre à leur volonté d'expansion territoriale et leur désir d'influence? Et quels sont les outils institutionnels qu'ils ont à leur disposition? Donc, l'une des armes principales de Milet est avant tout son prestige. Elle peut en effet compter sur sa réputation, qui avait atteint son apogée à l'époque archaïque pour s'attirer les faveurs des royaumes hellénistiques. C'est dans ce contexte qu'on apprend par exemple que Ptolémée II a donné des terres à la cité vers 262 avant notre ère. Terres dont la situation géographique n'est pas mentionnée, donc on ne sait pas de quel territoire il s'agit. En échange de ses bienfaits, Milet doit continuer de soutenir sa politique militaire.
C'est surtout au financement d'infrastructures ou encore à l'embellissement de la ville que les évergètes royaux vont contribuer. Donc, Antiochos, par exemple, dans cette inscription, dans ce passage d'inscription, on apprend qu'il finance un portique dont les revenus serviront aux travaux du temple de Didyme. Milet s'attachera ensuite l'amitié des Attalides, dont l'interlocuteur privilégié sera Érénias, donc Érénias va s'acquitter de plusieurs missions pour le compte de la cité auprès de Pergame. C'est un personnage issu d'une riche famille milésienne, et il est cité dans pas moins de 6 inscriptions, dont 4 sont directement liées au roi Eumène II. On apprend notamment qu'en 167-66 avant notre ère, par une inscription que le roi a rencontré 2 représentants du koinon ionien à Délos, donc Érénias et Archélaos. Donc à cette époque, Eumène II livre des guerres contre les Galates et le koinon le reconnaît comme un bienfaiteur de tous les Grecs et il souhaite l'honorer d'une couronne et d'une statue dorée. Donc Eumène II a le choix de son emplacement et il décide de l'exposer à Milet. Il exprime en fait par là son attachement à la cité dont il est apparenté par sa mère, originaire de Cyzique, qui est elle-même une colonie milésienne. Milet va profiter donc des bonnes dispositions du roi pour négocier des avantages économiques, mais elle va aussi le démarcher pour qu'il participe au financement d'un gymnase, dont d'ailleurs l'un des administrants sera Érénias. Donc Érénias est un bel exemple, je trouve, de la politique milésienne qui utilise à bon escient le réseau de ses citoyens les plus prestigieux. Il en sera d'ailleurs grandement remercié puisqu'on ne tarde pas à voter un décret honorifique dans lequel on prévoit de lui ériger une statue dorée. Donc là, c'est le passage où on apprend que Érénias a réussi à convaincre le roi de donner gratuitement à la cité 160 000 mésines de froment pour la construction du gymnase et une quantité de bois suffisante pour les travaux du temple, du gymnase. L'un des seconds enjeux pour Milet dans les années 330-320 est de maintenir ou de développer son influence dans le monde grec. Donc on a ici, par exemple, 2 traités d'isopolitie qui sont passés à cette période avec Olbia et Cyzique, cité du pont et aussi colonie milésienne. On rappelle au début du décret les liens qui nous unissent à Milet et on renouvelle les amitiés. Vous avez des extraits sur ce diaporama. Les clauses reflètent donc un souci de réciprocité, plaçant chaque partie sur un pied d'égalité. La cité de Figela prend également l'initiative à cette période d'envoyer des ambassadeurs à Milet pour réactiver leur ancienne filiale. Elle est menacée d'être absorbée par Éphèse, sa voisine immédiate. Donc vous avez Figela ici, Éphèse là. Et donc, ce renouvellement d'une isopolitie avec Milet, qui semble d'ailleurs déjà ancienne, sans qu'on en sache davantage, illustre les tentatives d'une petite cité de contrer la pression exercée par d'autres cités plus importantes en s'attachant à l'amitié de Milet, voilà, qui permettrait de contrebalancer tout ça. La tentative sera vaine, puisque dès le IIIe siècle avant notre ère, elle est mentionnée comme place forte dans un décret éphésien. Hasard de découverte ou accélération de ces traités, une série de documents épigraphiques atteste de la continuité de la politique milésienne de s'assurer des alliances dès la fin du IIIe siècle. On retrouve de nouveaux accords avec ces colonies, donc Istros et Chios. Chios, donc, elle renouvelle il y a un traité d'isopolitie avec Chios passé aux environs de 228 avant notre ère, mais également avec des cités avec qui elle n'a pas de lien de parenté réel, mais dont la démarche est motivée par une ancienne amitié, une ancienne filiale. Nous avons les exemples de Séleucitral en 218-217 et de Mylasa en 215-214. L'isopolitie n'est alors présentée que comme une manière de renforcer des liens qui existent déjà,
Milet elle-même, au cours du IIe siècle, réactive ses relations avec Athènes. Dans ce cas, on peut se demander s'il est devenu d'usage au cours de la période hellénistique que deux cités souhaitant renouer ou créer des liens amicaux s'échangent également un droit de cité potentiel, donnant à l'Isopolité une existence purement symbolique. Pour des cités aussi éloignées géographiquement de Milet que ne le sont Cyzique, Olbia ou encore Mylasa, qui ne partagent aucune frontière, il est facile de croire que ces déclarations d'amitié ne soient pas allées plus loin que le maintien d'un réseau sans conséquence sur le réel. Néanmoins, ces isopolities reflètent les nouvelles possibilités offertes à la mobilité des individus. L'ouverture de Milet à l'époque hellénistique lui a certainement permis d'attirer des citoyens grecs désireux de profiter des avantages qu'elle a à offrir. Cependant, quand les isopolities sont passées avec des voisins directs, tel que ce fut le cas pour Milet et Héraclée du Latmos entre 185 et 181 avant notre ère, elles permettent d'établir de véritables associations territoriales. Donc, les deux cités conviennent à ce moment-là de clauses précises et concrètes dans ce traité. Ce document est particulier car il s'agit en fait d'un traité de paix qui amorce des pourparlers pour régler le conflit territorial qui oppose les deux cités. Je ne vais pas m'étendre sur les terres revendiquées parce que je vais en parler plus tard dans ma communication. Mais la clause qui m'intéresse est la suivante. Donc, les Milésiens et les habitants du territoire de Milet reçoivent le droit de faire transiter des troupeaux par le territoire héracléote sans payer de droits de douane. À cette période, le territoire de la cité de Myonte, qui se trouve donc au nord d'Héraclée, a été intégré au territoire milésien. Héraclée accorde ici aux Milésiens un droit de passage qui leur permet de faire passer les bêtes par un itinéraire terrestre, certes plus long, mais moins onéreux que le bateau. En contrepartie, les Héracléotes ont le droit d'utiliser le bac d'Ioniapolis, donc c'est un des ports de Milet, que vous voyez ici. Et donc de l'emprunter au même tarif que les Milésiens. Il faut aussi comprendre que ce sont des privilèges permanents. Donc ce document montre bien l'implication des intérêts de deux cités autonomes qui, par d'autres moyens que la guerre, arrivent à nouer des liens de proximité, voire de continuité territoriale. Il est en effet difficile pour les cités de la vallée du Bas-Méandre de ne pas recourir à la guerre pour s'étendre, puisque, je me permets l'expression, elles sont toutes les unes au-dessus des autres. Néanmoins, bien que les conflits aient parfois été inévitables tant les terres sont convoitées, Milet parvient à accroître son territoire en usant des voies diplomatiques. La politique expansionniste de Milet est déjà visible à l'époque classique. Théon Pompos de Chios nous rapporte en effet que les Samiens ont cédé la cité de Thébaï, qui est située au-dessus de la rive du nord du golfe de l'Atmos par rapport à Milet, donc c'est situé par ici. Un témoignage épigraphique nous confirme d'ailleurs cette annexion qui a probablement eu lieu entre 411 et 394 avant notre ère. Dans ce document, la frontière qui sépare Thébaï de Priene et de la Pérée de Samos est clairement définie. Plus anecdotique, une seconde inscription de Thébaï débute par sous le Stéphanéphora d'Autocléos, qui est un nom milésien connu. Une dernière inscription datée entre 196 et 191 retranscrit l'arbitrage de Rhodes pour délimiter les territoires entre Priene et Samos, et Thébaï fait de nouveau partie de la Pérée de Samos à cette occasion. On comprend donc alors qu'entre le début du IVe et le début du IIe siècle avant notre ère, ce territoire a été dépossédé de Milet pour revenir à Samos, mais nous manquons d'informations sur le déroulement de ces événements. Ce premier exemple illustre quand même bien, à mon sens, les ambitions territoriales de Milet qui se sont confrontées inévitablement à la volonté d'expansion des cités voisines. Ces conflits territoriaux dans la vallée du Méandre jalonnent tout le IIe siècle et ils sont souvent résolus par l'intervention de juges étrangers à la demande des dites cités. L'un des plus beaux exemples de ces rivalités est le territoire de Myonte.
Donc, Myonte est une cité du golfe du Latmos. Donc, comme vous pouvez le constater sur la carte, elle se situe bien plus en amont du méandre que Milet, et donc elle est déjà touchée par l'alluvionnement du fleuve à l'époque hellénistique. La situation n'est pas tenable pour la population car la zone est devenue marécageuse, attirant les moustiques et les maladies. Et donc, elle se tourne vers Milet pour conclure une sympolitie. Donc, 2 inscriptions au sujet de l'intégration de mercenaires crétois sur le territoire de Myonte témoignent de cet état, d'abord une première fois en 234-233 avant notre ère et une seconde fois en 229-228. Il se trouve qu'une fois asséchées, ces terres deviennent exploitables, augmentant les ressources et les bénéfices de la cité. L'envoi de ces mercenaires montre la volonté de Milet d'assurer militairement sa présence et de sécuriser le territoire, mais également d'occuper l'espace en y installant des citoyens, ses propres citoyens, bien que nouvellement intégrés. Donc, comme l'a souligné Peter Hermann, ces rapports de sympolitie se devinent également dans une inscription originaire de Myonte, donc celle-ci, qui a été retrouvée à Milet. Il s'agit d'un décret honorifique d'Apollodoros, fils de Métrophanos, qui est daté du IIIe siècle. Il aurait rendu service au peuple de Myonte et consacré des coupes à Apollon Thermintheus, dont le sanctuaire est situé dans le centre urbain de Myonte. Ce personnage, Apollodoros, est bien connu puisqu'il s'agit d'un Milésien qui a endossé la charge de Stéphanéphore. Or, dans cette inscription, son ethnique n'est pas mentionné, comme il est d'usage normalement dans les décrets, dès l'apparition d'un étranger à la cité. Ainsi, cette inscription s'inscrit bien dans les rapports de sympolitique qu'entretiennent Myonte et Milet. Jeanne et Louis-Robert vont même plus loin en suggérant que le décret date exactement de l'année où Apollodoros a été Stéphanéphore, soit en 212-211 avant notre ère. Il existe d'ailleurs d'autres exemples à Priene ou à Olbia, où le Stéphanéphore doit consacrer une fiole au dieu, dont il était le Stéphanéphore. Donc, dans ce cas précis, Apollodoros a dû offrir des fioles à son dieu, Apollon Delphinios, et Myonte, qui étant unis en sympolitie à Milet, disons qu'il a eu la courtoisie de faire de même à Apollon Thermintheus, le grand dieu de Myonte. Donc, intégrée à Milet, elle demeure une communauté à part entière avec ses cultes et ses traditions, telle une subdivision de l'État milésien. Ces terres nouvellement acquises par traité deviennent pourtant objet de litige entre Milet et Magnésie du Méandre, puisque en 201 avant notre ère, après une conquête, Philippe V donne le territoire aux Magnettes. Plus tard, à l'appel à Pamée en 188, les tensions sont ravivées entre les 2 cités. C'est pourquoi un traité de paix mettant fin à la guerre entre Milet, qui à ce moment-là s'est allié à Héraclée du Latmos, contre Priene et Magnésie du Méandre, nous est bien connu. Donc, le litige se règle par la présence d'ambassadeurs étrangers avec Rhodes comme principale médiatrice. Et donc, comme le souligne Peter Hermann, une des clauses importantes de ce document est la délimitation de la frontière entre Milet et Magnésie dans la Chora Peraia. Donc, elle est fixée par le cours du fleuve Ivandos, qui est une petite rivière qui se jette actuellement dans le méandre à quelques kilomètres à l'est de Myonte, par ici. Donc, l'alliance entre Milet et Héraclée du Latmos s'explique aisément par le traité d'isopolitique que j'ai évoqué plus tôt, passé entre 186 et 180, dans lequel les 2 pouvoirs se mettent d'accord pour faire appel à des ambassades étrangères pour régler le conflit territorial qui les oppose. L'une des revendications héracléotes dans ce traité, d'ailleurs, porte sur les terres montagneuses du Latmos, dont Milet assure qu'elles appartiennent aux terres sacrées du sanctuaire d'Apollon de Myonte. À cette occasion, il déclare même avoir les mêmes amis et les mêmes ennemis pour toujours. Donc, il y a de grandes chances pour que cette guerre se soit déroulée après ce traité, soit aux environs de 180 avant notre ère. Outre des enjeux économiques, cette restitution réglait la question des anciens Crétois devenus citoyens milésiens et installés sur le territoire.
Enfin, je vais parler de Pidasa, de la situation de Pidasa, qui est une petite cité installée sur les contreforts du mont Crillon, juste ici. À la demande des Pidaséens, la cité intègre le territoire de Milet via une sympolitie en 188-187, dont on a retrouvé l'inscription. Il semble que la cité a eu un besoin urgent de renforcer sa sécurité. On ne précise pas par contre contre qui elle souhaite se défendre, mais il s'agit probablement de sa voisine immédiate, Héraclée du Latmos. Il se trouve que les Romains lui ont restitué un territoire lors des décisions d'Apamée, mais ces décisions n'avaient pas été acceptées sans contestation, si on en croit le traité d'Isopolitie que j'ai déjà encore mentionné entre Héraclée du Latmos et Milet. Un second territoire était en effet contesté par les deux cités appartenant, donc l'une disait qu'elle appartenait à Ionapolis, ici, donc ça devait être un territoire qui se trouvait de ce côté, dans cette zone géographique, pardon. Donc Milet disait que cette terre appartenait à Ionapolis, alors que les Héracléotes disaient qu'il leur appartenait. Faut-il comprendre qu'il s'agit du territoire conflictuel qui opposait déjà Pidasa à Héraclée, et que dans ce cas, dans le traité d'Isopolitie passé entre Milet et Héraclée du Latmos, on peut comprendre que Milet serait devenue dans cette affaire la représentante légale de Pidasa, puisque la sympolitie a déjà eu lieu. En outre, les avantages économiques qu'offre Milet semblent être un second facteur qui motive les Pidaséens à intégrer la cité. Milet prévoit la construction d'une route entre Pidasa et le port de Ionapolis. Cet accès direct à la mer lui assure à cette communauté de nouveaux débouchés en profitant du vaste réseau commercial milésien. Pidasa produit par ailleurs de l'huile, du vin, du miel, autant de produits soumis à des taxes qui alimenteront les caisses de la cité. La symbolique de la route est également forte car on marque par cette nouvelle infrastructure le rattachement direct de la cité au territoire milésien. On constate donc qu'à la période hellénistique, Myonte et Pidasa perdent leur souveraineté politique en acceptant d'intégrer Milet. Soumises aux pressions de leurs voisines, elles prennent l'initiative en usant de la sympolitie pour négocier à leur avantage les conditions de leur intégration. Elles se tournent vers Milet, qui est fort de son prestige d'ancienne cité, qui leur permet de conserver une certaine indépendance. Et on peut même considérer que ces nouveaux territoires deviennent comme des dèmes pour Milet. D'ailleurs, une clause du traité de Pidasa précise que si l'une des cités n'est pas fidèle à ses engagements, elle paiera une amende à l'autre cité. Donc, on voit qu'elle reste quand même assez indépendante. Milet agrandit ainsi son territoire, ses ressources et les revenus qui en découlent. En contrepartie, elle prend en charge la défense de leur territoire, offre de meilleures perspectives économiques et même la possibilité pour ceux qui le souhaitent de recevoir des terres au sein du territoire milésien déjà existant. Ces intégrations de nouveaux citoyens semblent être une politique milésienne développée qui perdure sans doute depuis longtemps à la vue de ces nombreuses colonies. Donc, pour conclure, Milet est une ancienne cité grecque qui conserve un fort rayonnement culturel à l'époque hellénistique. Elle peut s'enorgueillir d'avoir su maintenir ses anciennes filiales et son réseau qu'elle continue de développer et d'entretenir grâce à la voie diplomatique. Elle parvient à étendre son territoire dans un espace géographique très disputé, sans user de guerre de conquête, mais aussi de son influence sur celui des autres cités. Cette politique porte ses fruits car, d'abord, elle s'attire la bienveillance des familles royales qui participent à l'embellissement de la cité. Deuxième point, elle s'assure des avantages économiques et elle offre la possibilité à ses citoyens de s'établir sur des territoires étrangers. Elle s'ouvre également aux citoyens des cités alliées par Isopolitie. Donc, l'une des conséquences directes de tous ces accords, de tous ces traités, est l'accroissement de sa démographie. Et troisième point, on peut vraiment considérer que Milet, à l'époque hellénistique, est une cité attractive. Preuve en est que les sympolities conclues avec Myonte, Pidasa et l'Isopolitie avec Héraclée du Latmos ont toutes été à l'initiative de ces cités.
Dans un monde plus complexe, Millet parvient à tirer son épingle du jeu. Tout en étendant son territoire, elle possède en réalité des accords qui lui permettent d'agir sur un espace plus large. Les clauses d'Assili, par exemple, garantissent à ses citoyens des zones sécurisées qui favorisent et encouragent la mobilité des individus. Donc certes, droit de cité ne signifie pas double citoyenneté, mais cependant, ces accords offrent aux citoyens milésiens la perspective de s'établir ailleurs, au-delà des frontières de son territoire défini. Je vous remercie pour votre attention.